Les premiers sauts en parachute sont toujours faciles parce qu'il y a une certaine insouciance. Je n'avais que 16 ans à quelques jours près et j'ai été balancé directement avec les pros. Très vite, il fallait savoir se débrouiller. Et l'entraîneur de l'époque disait « Tâche d'être bon, si c'est pas toi, j'en prends un autre ». Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, il sera question de remontada, d'un des plus grands exploits du football français, et le Barça était déjà concerné, face au FC Metz cette fois, en 1984. Mon invité, aux plus de 300 matchs en première division, était le gardien messin lors de cette année historique du football français. Il nous reçoit aujourd'hui près d'Arras pendant les stages organisés par Raphaël Varane auxquels il participe et sur lesquels il encadre les gardiens. Bonjour Michel Etor. Bonjour à tous. Alors on va découvrir un autre football avec toi, un football un peu plus ancien par rapport à certains invités qui étaient plus dans le football actuel ou des gardiens de Ligue 1, mais ça sera intéressant de se rendre compte de l'évolution du poste de gardien sur un temps vraiment long avec les différences entre les époques. Puis tu étais entraîneur des gardiens dans les équipes de France de jeunes, dans les équipes de France féminines. On va évoquer tout ça, la politique de formation de la fédération, mais avant ça, première question, c'est quoi un bon gardien en 2024 ? Alors, on entend beaucoup de choses en ce moment. Pour moi, un bon gardien, c'est un gardien qui prend pas de but, ou presque pas de but. C'est vrai que maintenant, le jeu au pied a pris une telle importance qu'on désigne souvent les gardiens, on fait des différences par rapport à sa qualité de relance, on va en parler. Mais pour moi, un gardien de but, c'est avant tout un gardien qui ne prend pas de but ou très peu de buts. Toi, comment t'es devenu gardien de but ? Par passion, je pense que je suis né gardien de but. Et qu'est-ce qui t'a plu ? Tout, c'est se jeter par terre, le poste particulier, tout était ce côté casse-cou un petit peu, et à la fois très technique. C'est quoi tes premiers souvenirs avec les gants en main Les premiers souvenirs, c'est avec mon frère, qui a 2 ans de plus que moi. En repassant la semaine dernière à Metz, ça va faire rigoler tout le monde, mais je suis passé devant le petit HLM qu'on habitait, et j'ai pris une photo de l'endroit où il m'entraînait, quand j'étais tout petit, et je me mettais à l'emplacement d'un garage, et sur le parking, il m'entraînait. Les garages, ça a été les premiers buts de tous les gardiens, ou les blousons dans la cour de récré aussi. Exactement, les blousons aussi, ou les piquets qu'on mettait dans les champs. C'est vrai que ça a bien changé maintenant quand on voit les city foot et tous les terrains synthétiques et tout qu'on n'avait pas à l'époque. En quoi le foot a surtout changé sur cette époque-là Tout a changé. Je vais parler comme un ancien combattant. Je vais pas dire que tout était mieux avant, mais le football a changé, la période, la vitesse, la technique. Il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens. Ce règlement, bien sûr, de la passe en retrait. Ça a été un tsunami, pratiquement, parce que dans le football, quand on parle de l'international board, les règles n'ont pas trop changé, bien sûr avec la VAR et tout, mais c'est surtout le poste de gardien qui a le plus évolué. Et maintenant, bien sûr, et on en parlera maintenant à travers les stages Varane et tout ce qu'on peut proposer dans les ligues, dans les pôles d'espoir, au niveau des sélections, c'est qu'on associe toujours le travail technique, bien sûr, au travail de relance. Ouais, parce que dans les années 80, le gardien pouvait prendre le ballon à la main. On prenait le ballon à la main. Donc au final, le jeu au pied contrôle-passe, c'était très très limité. Enfin, je sais pas comment toi est-ce que tu faisais du contrôle-passe quand tu jouais ou quand même un peu ? Comme il n'y avait pas d'entraîneur de gardien, on travaillait beaucoup dans le champ. On faisait tout comme les autres. Donc on faisait beaucoup de tennis ballon et tout. Donc on avait cette technique-là, mais on n'avait pas la technique actuelle pour être les premiers relanceurs, non. Alors le travail au pied, c'était essentiellement de la recherche longue, le dégagement le plus long possible. Et avec la génération de ballons qu'on avait à l'époque, on ne traversait pas le terrain comme c'est aussi facile maintenant.
Et donc, cette révolution au début des années 90, elle a été positive pour toi ou ça a plus responsabilisé les gardiens ou trop responsabilisé les gardiens quand on voit aujourd'hui que c'est le 11e joueur? On mettait trop, même au niveau du statut, les gardiens à part. On disait toujours 10 plus 1, on faisait de nous des bêtes, des rares. Et on s'aperçoit que maintenant, on est dans l'effectif, on est des joueurs en part entière. D'où l'importance d'insister sur l'aspect technique, et on y reviendra tout à l'heure, l'importance de bloquer ces balles. Malheureusement, avec l'évolution du matériel, l'évolution des ballons qui flottent énormément, qui sont de plus en plus légers, on voit de moins en moins de ballons bloqués. Nous, à l'époque, c'était la détente, la prise de balle qui était importante. Et si on bloque un ballon, il est plus facile de relancer. Maintenant, on voit trop souvent des ballons repoussés, relâchés ou en corner. Tu parlais des années 80, même avant, quand tu as été formé, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. Du coup, vous étiez dans le champ. Mais au niveau des mains, comment vous travaillez? Vous travaillez entre vous? Vous ne travaillez pas? Le grand frère, le coach, l'ami. Moi, j'ai commencé avec Patrick Barthes au FCMS, qui a eu un grave accident. Et moi, je n'avais pas l'âge à l'époque. Je n'avais que 16 ans à quelques jours près. Et j'ai été balancé directement avec les pros. Donc très jeune, puisque je suis arrivé, j'avais encore que 15 ans. Donc très vite, il fallait savoir se débrouiller. Et l'entraîneur de l'époque disait, tâche d'être bon, si c'est pas toi, j'en prends un autre. Ouais, donc obligatoirement. Voilà, c'était très 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 dur. Personne ne s'occupait de nous, ni préparateur physique, ni intendant, ni personne. Et on était balancé directement avec les grands. Et c'est eux qui nous corrigeaient. C'est eux qui nous faisaient les spécifiques, on s'échauffait ensemble, c'est eux qui corrigeaient et qui me disaient ouvre tes mains, bloque, avance-toi, etc., etc. Et comment on débute à 16 ans dans ta tête quand tu l'apprends, quand tu te rends compte, quand 16 ans, c'est très très jeune. On n'est pas prêt. J'en parlais avec Alban Lafont et avec d'autres qui ont commencé très jeunes. On n'est pas prêt. Mais on doit être là et à répondre présent. Le hasard a fait que le deuxième gardien de l'époque était blessé, Dins, et puis j'ai été balancé directement dans le championnat comme ça. Et t'as quel souvenir de ta première? De la journée, de la nuit avant, de l'heure avant? Les quelques jours qui ont précédé étaient très difficiles parce qu'on fait 20 fois le match dans sa tête. Le match en lui-même, c'était pas trop mal passé. Les gens étaient indulgents et étaient sympas avec moi. Il l'était un petit peu moins quelques années après où je m'étais planté, parce que ça fait partie aussi du boulot. Mais les premiers sauts en parachute sont toujours faciles parce qu'il y a une certaine insouciance. C'est quand on y retourne la deuxième fois. Quand on retourne après, il y a un peu plus de danger, on nous attend un petit peu plus au virage. Donc non, mais tout s'était bien passé. J'avais fait 2 matchs et c'est là qu'André Ray après est venu chez nous. 3e gardien à Strasbourg. Comme quoi l'histoire est liée à cet accident de Patrick Barthes. On est très liés tous les trois. Lui, il arrive chez nous, il n'était que remplaçant là-bas. Et quelques mois après, il était en équipe de France. On va faire un petit bond dans le temps. On arrive en 84. C'est la plus belle année de ta vie? Oui, c'est tout l'ensemble. Certainement une de mes plus belles années de ma vie sportive. Mais il faut remonter. Quand on me parle de 84... Parce qu'il y a cette remontada. Et il y a aussi la Coupe de France que vous gagnez la même année. Alors, voilà. Et moi, j'aime bien parler de tout cet ensemble. Quand on me parle de la meilleure année, moi, c'est la meilleure période de ma vie. Et il y avait eu un grand événement au FCMS, le départ de M. Molinari, qui était notre père, notre président, et c'est un monument dans le football français. Et il y avait un putsch contre lui, donc il avait quitté le club. Et nous, à l'époque, on n'avait rien gagné au FCMS, il n'y avait plus de pognon et tout, on ne savait même pas comment on allait repartir et tout, on n'était pas crédible et rien, et on avait souhaité, on s'était rendu chez le maire de l'époque, maire de Metz, pour faire revenir M. Molinari. Donc c'était l'année avant. Vous les joueurs? Nous les joueurs, et puis bien sûr on a été aidés par beaucoup de gens et les supporters, parce que M. Molinari était adoré. Et donc il est revenu, on a sauvé ce club, c'est prétentieux de dire ça, mais on a sauvé le club par notre solidarité en ne descendant pas. Et un an après, il y a eu cette Coupe de France. Coupe de France contre le Grand Monaco à l'époque. Là-dessus, tirage au sort de la Coupe d'Europe.
le Grand Barcelone. Et à l'époque, c'était élimination directe. C'est pas comme maintenant, les groupes. Et tout le monde se plaignait d'avoir tiré le Grand Barcelone. Et moi, j'ai fait un triple salto arrière. Quand j'avais appris ça, j'étais heureux, quoi. Je préférais jouer le Barça que jouer, je sais pas, contre un petit club suisse ou ailleurs. Donc, il y a eu cet événement de l'Europe, il y a eu ce lien qui a été fait entre les potes, une grande solidarité, beaucoup de garçons issus de la région, issus du département, avec quelques joueurs de l'extérieur merveilleux, comme Kurbos, comme Jules Bocandé, le regretté Jules. Ils sont vite imprégnés de la culture lorraine. Mais à l'époque, c'était très simple. Avec le président et d'autres, on faisait des choses simples. Des barbecues, on était toujours ensemble, des repas de famille, Philippe Zéberger à la guitare, on terminait à 20 comme à 40 dans la maison après les matchs. Voilà, ça c'était l'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que maintenant ça n'existe plus, mais à l'époque, et quand un garçon comme Jules Bocandé ou Kurbos ou d'autres arrivaient, on allait faire des barbecues avec les mineurs qui souffraient parce que les mines allaient fermer. Il y avait cette solidarité, les gens s'identifiaient à nous à travers leurs problèmes. Tous les reportages qui étaient faits à la télé étaient faits soit à l'usine, à la Solac, qui était notre partenaire principal, soit dans les mines, soit au contact des gens. Et voilà. Et il y avait même des marches sur Paris, des manifestations qui avaient été complètement passées inaperçues. Et par contre, à travers la réussite du FCMS de l'époque, et nous, cette solidarité avec les gens, voilà, tout le monde nous associait. Et ce match aller, quand vous perdez 4-2, que vous passez... on était bon à jeter au chien. Moi, le premier. Et c'est là où je parlais d'anecdote tout à l'heure. Tout le monde me parle. Tout le monde. Il n'y a pas une semaine sans qu'on nous parle de Barcelone et de cette remontada. Mais, le mois qui a précédé, l'indulgence du président Ménari et des gens, on va dans le grand Bordeaux de Gérès en championnat. On prend 5. On fait match nul chez nous. On se déplace à Monaco, Grand Monaco. On en prend 7. On joue au Barça, match aller, on en prend 4 à domicile. Dans n'importe quel autre club, l'entraîneur, le gardien, moi, et d'autres auraient sauté. Là, l'indulgence du président, la sagesse et tout, l'amitié, on s'est ressoulé. Et surtout, beaucoup de vexation, parce qu'à l'époque, l'ami Schuster, que le grand joueur allemand, j'ai plus de respect pour lui que lui en avait pour nous, mais il nous avait pris pour des jambons. Je lui ai couru à la fin du match, sur le match retour, et je lui ai dit, mais il est où ton jambon? Voilà, ça c'est une petite anecdote. Mais comment vous arrivez à... Toi, personnellement, tu l'as dit, tu prends une claque à Bordeaux, tu prends une claque à Monaco, tu prends une claque à l'aller. Comment toi, individuellement, au moment d'approcher ce match retour, comment tu peux te sentir fort, ou en tout cas être confiant et du coup ne pas passer à travers? Maintenant, il y a des préparateurs mentaux, il y a des adjoints, etc., etc. Moi, j'avais découpé des articles qu'on se faisait massacrer. Je l'avais collé sur ma vieille porte de mon placard en bois du vestiaire, et je relisais les critiques, ça me surmotivait. En plus, il y avait la grève des télévisions, il y avait le stade, il y avait que 25 000 spectateurs dans le Grand New Camp. Donc moi, j'avais été plus impressionné, je l'ai dit, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais été plus impressionné par notre entraînement de la veille dans le New Camp vide, le cratère là, que sur le match qui démarrait. On n'avait plus rien à perdre là-bas après quand ça a démarré. Pourquoi t'étais plus impressionné quand il était vide la veille? Parce que ça représentait, on descend les grands escaliers, immenses vestiaires, la chapelle, tout. Oh, on est là, on est spectateurs, c'est impressionnant. J'étais même pas dans l'entraînement tellement que j'ai été à regarder avec des yeux d'enfant, quoi. Mais ça, justement, la saison dernière, j'en parlais avec Nicolas Douchez, qui lui a fait tous les stades d'Europe avec le PSG, et il me disait la même chose. Lui, c'est la première fois qu'il a découvert Anfield avec Toulouse, quand il y va. C'est un de mes plus beaux souvenirs aussi. Il me dit, la veille, quand on y arrive à la veille entraînement, c'est mon meilleur souvenir parce que j'en profite. Alors que quand j'arrive le jour du match... T'en profites pas, t'es dans ton match. Mais qu'est-ce qui est si spécifique dans ces veilles de match européens? Parce qu'on a le temps. On a le temps de profiter. Des fois, même quand on va choisir les crampons avant le match ou quoi, on est seul, les caméras sont pas toutes allumées encore ou quoi. Quand on prend le temps, on marche, on a des repères, on regarde, on écoute le silence. La veille, c'était le silence. Nous, à l'entraînement, on n'entendait que nos voix. Mais voilà, c'est ça. Alors, en plus, on avait même joué en travers. On n'avait pas utilisé 16 mètres, on avait fait un match en travers.
Et le match en lui-même, le jour du match, comment se passe la journée? Comment se construit cette remontada? La journée, on voulait pas se mettre de pression. Ils ont eu l'intelligence, Marcel Husson et le président Molinari, de ne pas imposer des trucs rigides comme le train-train quotidien, se lever à telle heure, déjeuner à telle heure, la marche à telle heure, machin. À l'époque, on n'avait pas les portables, donc on se dispersait pas. Et là, pendant les 2 jours, il y avait le grand Open de tennis de Barcelone. Et il y avait Zapia avec nous, l'Argentin, et qui connaissait Villas, qui était dans notre hôtel. Donc certains avaient pu aller au tennis, d'autres on a été en ville. Il y avait les épouses qui étaient invitées, on avait été voir la ville qui est magnifique. Voilà, c'était des choses simples, mais sans se mettre de pression. Après, la pression, elle est venue d'elle-même. On avait mis le doigt sur la vexation du match aller. C'était pas nous, et on se devait de réagir. Et après, on prend le premier but d'Archibald, donc on a été mené 5-2. Et c'est là qu'après, on s'est dit, on n'a plus rien à perdre. Et j'ai eu, je crois que c'est le match où j'ai touché le plus de ballons dans ma carrière, et puis réussite. Et quand moi je n'y étais pas, il y avait toujours la jambe d'un pote ou la tête. Ou, voilà. Est-ce que tu as eu ce sentiment que les gardiens, même amateurs, peuvent ressentir, et ceux qui écoutent cet entretien vont le... de France, ça, on le voit tout le temps, des gardiens amateurs faire le match de leur vie. Ah, on a commencé à avoir peur quand il restait 8-10 minutes à jouer, sur la fin, où c'était 4-1. Et là, on s'est dit, si on prend un but, la peur de perdre, les prolongations. Et c'est comme le tennisman qui domine son match et tout, et puis d'un seul coup, tu as le petit bras parce que cette peur de gagner, de bien faire et tout. On était inquiets sur la fin. Il y a dans ce podcast une petite partie, c'est la question mystère. Donc c'est la question d'un prof, d'un coéquipier, d'un entraîneur. Alors, il y a un coéquipier qui a une question à te poser. Je vais te la faire écouter et puis tu me diras déjà si tu le reconnais. Et puis après, je te laisserai y répondre. J'ai un truc qui me vient comme ça, vite fait. C'est vieux, mais ça m'est toujours resté. On n'en a jamais reparlé. Un jour, on joue contre Strasbourg, à Metz. À un moment, on prend un but et il y a eu un centre. Et moi, j'étais vers les 6 mètres. Et je suis persuadé qu'il m'a dit laisse. Et après, je sais pas, on s'est engueulé. Il m'a dit non, je t'ai rien dit, et ci et ça. Et est-ce qu'il se souvient de ce but un peu casquette qu'on a pris, tu vois? Donc moi, j'ai laissé passer le ballon. Et de mémoire, c'est où il y avait un numéro 10, un Danois, un dénommé Nielsen. Alors c'est où lui qui a centré, ou lui qui a marqué. On prend un but comme ça. Est-ce qu'il se souvient de ce but-là? Et est-ce qu'il est sûr de m'avoir dit laisse? On est Jean-Philippe Rohr, extraordinaire joueur, et je me suis retrouvé avec lui la semaine dernière avec toute cette bande de frangins. On fêtait à notre façon les 40 ans de Barcelone et toute notre amitié. On m'a dit que tu étais en très grande forme. Ah, il a dit ça? Il m'a dit que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que tu étais en très grande forme. Parce que, bien sûr, il faut jamais se prendre au sérieux tout en étant le plus sérieux possible. Parce que l'image que je garde, même dans les stages Varane ou quoi, à savoir déconner, la vie est tellement difficile. Et lui aussi, je l'ai trouvé en forme. Et alors qu'il s'est écarté du football, oui, bien sûr, je me rappelle de tous les buts de casquette. T'avais dit laisse ou t'avais pas dit laisse? Certainement que j'ai dûu lui dire ou trop tard ou pas assez fort. Non, c'est une anecdote, mais c'est plus globalement pour parler de l'implication du gardien avec sa défense. La communication, en quoi c'est important? Alors même si le gardien il est à part, d'échanger avec, et quand tu étais en équipe de France après, avec les jeunes, voilà, quel était ton message là-dessus? J'ai jamais voulu être capitaine, même si on me l'a déjà donné au FCMS, et c'était une preuve de sympathie, de respect. Parce que j'ai toujours dit que le gardien était un capitaine dans l'âme. Puisqu'on dirige, on a la meilleure vue, le meilleur positionnement et tout. On est des leaders. Après, il n'y a pas que des gueulards sur un terrain. On apprend à se faire entendre. La preuve, c'est qu'il n'a pas dû m'entendre dire laisse. Mais le capitaine doit être au milieu du jeu, et j'ai toujours estimé, et bon, Loris est là pour me contredire, lui qui a été un grand capitaine,
Qui aurait dit que Loris, à l'époque, allait devenir, quand je l'ai connu jeune, allait devenir le capitaine champion du monde avec sa personnalité. Donc, il n'y a pas que des gueulards sur le terrain. Il y a des mecs qui ont de la personnalité, qui n'ont pas le brassard, mais qui ont cette âme de capitaine. On était capitaine, puisqu'il n'y avait pas d'adjoint, et on était responsable du vestiaire. Après ta carrière, tu es devenu entraîneur des gardiens, tu étais dans les staffs, tu étais à Metz, à Lens, Strasbourg, plusieurs fois tu es revenu à Metz, tu es revenu à Lens. 3 fois. Devenir entraîneur, c'était naturel pour toi? Comment ça s'est fait? Oui, naturel. J'avais un vieil éducateur qui était instituteur, qui s'occupait des moustiques à l'époque, puisqu'il n'y avait pas des équipes de tout petits. À l'époque, on appelait cadets, juniors et tout. Il s'occupait des tout petits au FCMS sur le terrain rouge. Et dès l'époque, moi, j'avais signé les premiers contrats. C'était la première année des contrats aspirants en 74. Et je me rappelle, à 15 ans, j'ai dit, moi, je vais venir apprendre. Et il m'a appris à m'occuper des gamins, et pas seulement des gardiens, mais aussi des petits. Mais c'était quoi la formation à l'époque? Parce que les diplômes qui ont été mis en place par Bruno Martini n'existaient pas. Non, rien n'existait. Comment vous formiez? Internet n'existait pas. C'était à l'expérience. Ouais. Je me servais, moi, des grands frères. Je parlais de Patrick Barthes et d'André Ray tout à l'heure. Voilà, quelques conseils de l'entraîneur, des cassettes VHS de l'époque, où on regardait Sepp Maier qui a lui fait exploser le poste avec sa façon de vivre le match. C'était le premier à sortir aussi loin et tout ça. Ouais, des inspirations étrangères. Des inspirations, le peu de matchs qu'on voyait à la télé, c'est pas comme maintenant, on voit 50 matchs par semaine. À l'époque, quand on a eu la chance de voir le Bayern de Munich ou Liverpool ou l'Ajax d'Amsterdam, voilà, le Grand Saint-Étienne. À Strasbourg, tu as eu à t'occuper de Chilavert. Chilavert, mais avant ça, Chilavert, c'est une personnalisée. Avant ça, j'ai entraîné un garçon qui m'a marqué dans ma carrière d'entraîneur des gardiens, Alexander Wenzel, le grand tchécoslovaque à l'époque, puisqu'il était slovaque, mais à l'époque c'était la Tchécoslovaquie. Son père était international, lui il l'a été, son fils était gardien de but. Grand monsieur, grand passionné, qui a fait des bouquins, des vidéos et lui c'était un grand seigneur. Et j'ai beaucoup appris de lui. Moi, ce que je dis quand j'arrive dans ce que je faisais, parce que maintenant je le fais plus depuis 2 ans, chaque fois je participais dans les jurys ou dans les formations de cadres. Quand j'arrivais, ils étaient tous impressionnés et tout, mes cheveux gris, là on peut compter tous les buts que j'ai pris. Et je disais, la première phrase, j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. C'est Jacquet qui disait, on apprend des gens, il faut toujours essayer de trouver, on est des chercheurs. Et donc, Wenzel, t'as marqué, est-ce qu'il y a d'autres gardiens qui t'ont bien sûr, après, marqué il y a eu Chilavert parce qu'il venait tout auréolé de son parcours en championnat du monde. Alors il avait une grande gueule, c'était un personnage, c'était un gars qui faisait peur et tout, et dans la vie c'était une crème. Ça a été, je crois, un gros couac pour Strasbourg, même si ensemble on a gagné ma dernière Coupe de France, c'était en 2001, où il marque le dernier penalty. Parce qu'il avait un jeu au pied. Il frappait les coups francs, il a marqué beaucoup avec la sélection, même avec il a beaucoup joué en Argentine, donc il marquait beaucoup de buts. Et il avait ce côté, je me rappelle un jour, on arrive dans le vieux stade Vélodrome, et puis ça chambrait, c'était très agressif et tout. Et puis tout le monde le chambrait parce qu'il avait quelques grammes de trop, même un peu plus. Et puis, il jouait avec le public, il se mettait tout le monde dans la poche, c'était vraiment une personnalité. Et pourquoi il tirait les coups francs? Parce que il avait une frappe extraordinaire. Alors c'est le premier, à la différence de moi, qui était capable de mettre le ballon dans une casquette à 80 mètres. Il disait à des jeunes stagiaires, il disait, mets-toi à 80 mètres. À la fin de l'entraînement, on restait pour faire quelques dégagements. À 60, 70 mètres, 80 mètres, il dit, tu la veux sur le pied ou sur la poitrine? Après, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais pu gagner un tennis-ballon contre lui. 2002, tu es à Lens, tu es dans le staff de Lens. Joël Muller est venu me chercher, il m'est resté une année à Strasbourg avec qui j'avais gagné les 2 coupes. Et Joël vient me rechercher en tant qu'ami. Il y a cette saison historique pour le club. Est-ce que c'est le plus gros regret de ta carrière quand on voit la finalité, ou t'en gardes un très bon souvenir quand même? C'est partagé. Je me rappelle que l'objectif de Gervais à l'époque, nous avait dit, si on est dans les 8 premiers, c'est bien. On fait la course en tête toute la saison, public extraordinaire, cette chaleur
de Bollard. Et on se plante sur le dernier match. C'était l'avènement du Grand Lyon pendant des années. La première année du On a titre mal Lyon. géré les 5 derniers matchs. On a payé, je crois, sans se chercher d'excuses, parce que moi, c'est pas mon cas. La CAN, on avait beaucoup de joueurs africains qui étaient partis et revenus dans des états catastrophiques en mars. Là. Et il y a eu une cassure. Et on était imbattables l'année-là, avec un grand Varmus dans les buts, et on se plante sur la dernière journée. Et individuellement, comment tu préparais les gardiens? Parce qu'il y avait une certaine euphorie. Comment tu étais au contact de Guillaume Varmus et de la défense dans sa globalité, mais comment tu gérais cette euphorie-là? Un de mes reproches que mes dirigeants faisaient, j'étais trop ami avec mes gardiens. Trop proche, mais ça a été une de mes qualités principales. Et je ne pouvais pas entraîner un gardien sans être proche de lui, ressentir les choses. Est-ce que son gosse était malade quand il débutait la semaine? Pourquoi il était pas bien? Pourquoi ci? Pourquoi là? Et tout. Donc, si tu veux ressentir les choses, faut être proche des gens, il faut aller bouffer avec eux, faut perdre avec eux, il faut gagner ensemble. Et aussi la qualité, parce qu'on parle toujours de celui qui joue, mais il faut être très proche, et encore plus proche avec ceux qui ne jouent pas. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de deuxième gardien. Et, on n'était pas sur le banc de touche, hein. C'est quoi? C'est le gardien de la réserve qui montait si Voilà. t'étais blessé. Mais et là, maintenant, pas... il y a 2-3 gardiens en déplacement. Donc, tout ça a changé. L'équilibre du vestiaire a été aussi pas mal bousculé au niveau des effectifs. Mais voilà, moi, c'était ma proximité. Je ne dis pas que j'ai pas fait d'erreur. De temps en temps, il faut savoir bouger un gardien comme un grand frère. Des fois, être dur. C'est pas Varmus ou les autres qui vont me contredire. Mais il faut savoir être là. Il faut être proche. Faut toujours être présent. Moi, il y a un gardien, alors c'était plus à Marseille que j'ai ce souvenir-là, mais tu l'as eu à Lens, c'est Vedran Rougneux. Personnage aussi, très très dur. Ouais. Très très dur. Ça a été difficile pour moi, parce qu'il ne me correspondait pas, il n'arrivait pas à se reconnaître en moi, on n'avait pas les mêmes techniques d'entraînement, il avait une vie spéciale, il vivait seul, tout était particulier, un surdoué, un caractère de Hugo très accroché. Une période difficile, l'équipe ne marchait pas bien. Malgré ça, on est champion de L2 quand je reviens avec Jean-Guy Wellem. Mais des fois, je l'ai au téléphone et on se chambre sur nos relations de l'époque. C'était chaud par moment, très chaud. Parce qu'il avait ce caractère où il explosait facilement et moi, je ne me laissais pas faire. Donc, quelques étincelles. Et tu étais sur quel type d'entraîneur des gardiens dans la relation on sait maintenant que des fois, c'est le gardien titulaire qui choisit son entraîneur des gardiens. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou pour toi, il y a un cadre, une institution? Non, je pense que l'entraîneur des gardiens est avant tout, et même au niveau psychologique, un entraîneur adjoint à part entière. Et c'est pas simplement l'entraîneur du gardien. Quand la partie du gardien s'est arrêtée, on n'est plus adjoint. Donc déjà, il faut être ami avec l'entraîneur, il faut être proche de lui. Même quand l'entraîneur se faisait virer, ce que j'ai fait dans toute ma carrière, je n'ai jamais pris la place d'un pote. J'ai même refusé, que ce soit à Strasbourg ou ailleurs, des postes qu'on me promettait pour... Non. Alors, certains me disent, mais t'es con, t'aurais pu être... On foutait de la lumière, mais c'est la proximité, l'amitié. Après donc 2012, ce départ de Lens, tu fais une petite parenthèse en République démocratique du Congo. Oui. Et après, tu reviens en France, à la DTN, en charge des équipes de jeunes et des... T'es bien renseigné, hein. T'as bien fait ton boulot. On travaille. C'est quoi la politique de formation des gardiens de but en France? Au niveau de la DTN, t'as été impliqué, t'as géré... À l'époque, c'était de revenir à des bases simples. La technique, on se trompe, beaucoup de personnes se trompent. Je me suis trompé. À l'époque, c'était peut-être trop de physique, trop de ci, trop de ça. Maintenant, le football actuel, si on ne mesure pas 1m95, au moins on peut pas figurer au niveau international. Reprenons le temps. C'est le message que je dis avant de répondre à ta question. Les clubs, les présidents, les journalistes, les supporters, tout le monde devient trop exigeant. On pense toujours qu'un gardien est toujours meilleur quand il vient de l'extérieur.
Pourquoi aller chercher des grands gardiens étrangers par la taille, alors qu'on a cette force de formation en France? Alors bien sûr que la politique technique a énormément changé. Un jour, on va passer par ci, on va insister sur le jeu au pied, sur ci, sur ça. En fait, le gardien de but est le décathlonien du football. Il doit savoir tout faire. Quand je suis dans les pôles espoirs, féminins ou garçons, ou dans les ligues ou quoi, la technique. Et là, quand on voit le pourcentage de ballons bloqués par des gardiens, ça fait peur. À cause du changement de matériel, parce que les ballons volent de plus en plus, ils sont de plus en plus légers, mais les techniques sont plus basées maintenant sur le travail de relance, qu'il ne faut surtout pas négliger. La preuve, c'est que je le fais même avec les tout petits, mais avant tout, les bases à l'époque, c'était bloquer ces balles. Plus vite on bloque un ballon, plus vite on peut relancer. Est-ce que justement, on n'est pas en train de détourner un peu le rôle du gardien avec ce côté relance? Bien sûr. Des fois, quand on voit du foot à 11 sûr. avec des entraîneurs qui demandent la prise de risque, le gardien à 11 ans, il peut se tromper. Il y a des phénomènes de mode. Alors, Cruyff a révolutionné le foot. Déjà à l'Ajax Amsterdam, déjà quand il était joueur. Et après, c'était un révolutionnaire. Il avait Pep Guardiola comme joueur. Maintenant, regarde ce que Pep fait. Il réinvente le football, c'est exceptionnel. Et tout le monde, même les clubs amateurs, ils veulent faire du Pep Guardiola. Mais ils jouent sur des mauvais terrains. Des mauvais ballons et tout, et on n'a pas les qualités techniques de certains. Donc, il y a des phénomènes de bonne. Nous, à l'époque, c'était des interdits. Quand je vois les tonnes de buts évitables, une passe en retrait, une passe latérale sur les 16 mètres, en phase de progression, mais on se faisait taper dessus. Ensuite, en équipe de France de jeunes, tu t'es occupé des U16 et des U17, enfin cette génération-là. Tu as eu, c'était la génération d'Alban Lafont. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait en plus? Est-ce qu'il était déjà impressionnant ou alors il était dans un groupe de gardiens homogènes avec d'autres gardiens qu'on a perdu de vue aujourd'hui, qui ne sont pas passés pro? Comment c'était ces années-là autour de 2015? Alors ceux qui ne sont pas passés pro, qui auraient peut-être mérité, il y a le phénomène aussi de la réussite, les blessures, les mauvais choix de carrière, etc. Alban était très vite très bon. Et après, il a énormément grandi. Il a eu une année difficile, justement, quand moi j'ai fait sa connaissance, quand il est rentré. Un peu plus de raideur, quand on pousse trop vite, etc., etc. Il y avait des garçons qui le concurrençaient, comme Poussin, qui était de Bordeaux, ou d'autres. Mais Alban, on sentait le potentiel très vite chez lui. Et il a explosé. Il est parti, à mon avis, trop tôt à l'étranger, en Italie. On a tous été impressionnés par les 2 Jeux Olympiques, l'ambiance générale et tout. Et je regardais cette émission de Salamé le soir, où ils invitaient tous les athlètes. Et tous parlaient, on a tous compris que on a eu des accidents de vie, des périodes difficiles. C'est celui qui s'est planté sur un premier Jeux Olympiques, qui a eu du mal à se qualifier, et qui, au bout de 2-3 Jeux Olympiques, gagne sa médaille, parce qu'on s'est tous construits sur des échecs. Après, l'expérience qui fait qu'on explique aux jeunes que ça n'existe pas des carrières faciles. Et là, à nouveau, un petit creux, et c'est surtout pas une critique parce que j'adore le gosse et le gardien, il a besoin d'un nouveau challenge pour moi. Pour moi, il a besoin de repartir, de sortir de son confort, là. Parce qu'il doit aller très haut, il doit aller plus haut. Dans tous les jeunes gardiens que tu as pu côtoyer, sur les générations un peu avant ou après, quel est le gardien qui t'a vraiment impressionné? Tu as pu aussi observer un peu Lucas Chevalier, qui était dans les sections un peu plus jeunes? Très impressionnant. J'en parle souvent avec Franck Raviot et d'autres. Ce sont des mecs qui ont des qualités innées que moi je n'avais pas. T'as l'impression qu'ils sont nés dans le berceau, ils avaient tout ça, quoi. C'est tellement facile quand tu les vois jouer avec ce calme, ce flegme d'un ancien. C'est formidable. Moi, je suis très impressionné par Chevalier. Et justement, comment t'expliques ce vivier? On a eu sur les années 90 le duel Lama-Barthez. Après, il y a eu Coupé-Barthez. Ouais. Lloris-Mandanda. Barthez était aussi hors norme, mais il n'était pas dans les... il est passé à travers les mailles des filets dans les premières sélections de gamins. Il a explosé à Toulouse, et puis après, quand il était... Lui, il avait ce côté explosif, vitesse, anticipation, que les autres n'avaient pas. Est-ce que Barthez, avec la taille,
sa taille maintenant pourrait être sélectionnable au niveau du foot anglais, par exemple, alors qu'ils ont que des monstres là-bas. Ils ont plus un Anglais qui joue. Il y a un Anglais qui joue en Angleterre. Ils vont chercher par camion entier des mastodontes. Mais quand on le voyait, il était phénoménal. Mais donc, phénoménal. Fabien Barthez, sur les sélections de jeunes au début, il fait pas partie des meilleurs gardiens de la région de Toulouse. Non. C'était Eli Bopp qui avait commencé avec lui et tout. Ça a été la grande surprise, et surtout à Marseille, avec Olmeta. Mais lui, il a métamorphosé le poste par sa lecture de trajectoire, sa vitesse en agressivité. Tout ce qu'il faisait, il le faisait 2 fois plus vite que les autres, quoi. Comment t'expliques le vivier français? Alors, tu parles de la formation française, mais comment t'expliques le vivier? Tu parlais tout à l'heure de la DTN. Quelle est la politique? Très vite, très rapidement, on a senti dans le football français qu'il fallait une école de gardiens. Après, on a fait trop de spécifiques. Je me rappelle une période où on faisait trop de spécifiques. On retirait les gardiens du groupe. Et c'était celui qui travaillait le plus avec les gardiens. On s'est très vite, et moi le premier, aperçu que c'était pas une question de quantité de travail, mais de qualité de travail. À l'époque, le gardien, plus il sortait fatigué, plus il avait plongé, et meilleur il était. Maintenant, on travaille un peu plus sur la qualité, etc., etc. On va passer sur l'aspect foot féminin. Il y a à peu près un an, Pauline Perromagnin était à ce micro. On s'est rencontrés à Clairefontaine. Formidable Popo. On est venu à parler des boulettes de gardienne, de l'image de la gardienne. C'est pour ça que je leur ai interdisé toujours de manger du couscous à cause des boulettes. Et donc, mais à partir de ça, elle me disait, pour elle, les boulettes de gardien, les erreurs de gardienne, c'était parce que pendant longtemps, elle n'a pas travaillé. Elle a commencé à travailler à 14, 15 ans, et il n'y avait pas toute cette formation-là. C'est ce que je te disais. Tu penses, toi qui étais après avec Corinne Diacre à partir de 2017, tu le justifies là-dessus, ou alors il y a d'autres choses qui peuvent être aussi des données physiques Oui, et bien sûr des données physiques. Mais là, quand je vois maintenant au niveau du district, les gens ils travaillent admirablement bien, où on commence les présélections, on va les chercher de plus en plus jeunes. On a mis en place des centres de perf au niveau des gardiens, avec des spécialistes, et des filles et garçons travaillent ensemble et tout. Et là, on voit dès maintenant le mieux au niveau du poste. Avant de parler des stages Varane, pendant lesquels tu collabores, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes de ta carrière, les 3 souvenirs, à la 3e place. 3e place, c'est à l'époque où on n'avait rien, où on n'était rien, mais c'était merveilleux. Le début, les années 70, la création. T'as pas connu le Chalet de Vaux, mais c'était le premier centre de formation du FCMS, avec une bande de potes. On se voit encore maintenant. Quand on se voit, on déconne. Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure. On est vraiment frères. Cette relation qu'on a. À la 2e place. Très difficile à faire un choix. Très difficile. Bien sûr, la Coupe de France 84. C'était le public, c'était le partage avec les Lorrains qui souffraient. Et du coup, à la 1re place, Barcelone. Pour moi, c'est un ensemble. Ouais. Du centre de formation du Chalet de Vaux jusqu'en 88, c'était les plus belles années, quoi. On se retrouve aujourd'hui près d'Arras, dans les stages Raphaël Varane. Tu t'occupes des gardiennes, parce que là, au mois d'octobre, c'est un stage 100% féminin. Raphaël Varane, tu l'as lancé, tu étais dans le staff qui l'a lancé avec... C'est prétentieux de dire que je l'ai lancé, mais j'étais dans le staff. Voilà, tu étais dans le staff, il y a eu à peu près 4 matchs où vous étiez ensemble sur le terrain. Et... J'allais le voir souvent avec les jeunes dans toutes les catégories. Là. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu allais le voir, ou même dès qu'il arrive en pro à Montpellier, en quoi c'était un très bon défenseur? Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que tout de suite tu t'es dit, là on tient un futur, un des meilleurs défenseurs du monde? Quand on a la chance d'avoir passé quelques années avec lui, avec sa famille, que tu as découvert aujourd'hui et tout, c'est pas un mec comme les autres. C'est un gentleman, c'est un seigneur. Il l'était à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Lui, il avait que le bac, il avait 1 an d'avance. Il est rentré là avec une intelligence et un détachement incroyable. Dans un groupe qui ne marchait pas à l'époque, et rien n'allait. Ni les résultats, ni le fonctionnement du vestiaire, ni rien. Et lui arrive avec sa jeunesse, sa fraîcheur, son intelligence, et d'entrée, il était impressionnant, parce que, comme on le dit pendant tous les stages, on ne veut pas avoir de tact. On le demande
pour apprendre à faire ce que Rafa faisait naturellement quand il était gamin, c'est-à-dire par anticipation, dans son placement, dans son intelligence. Il n'avait pas besoin de tacler tellement, déjà il allait vite par rapport à sa taille, mais il était en avance sur tout. Si on se place au niveau du poste de gardien, en quoi c'était un bonheur pour les gardiens qui ont joué avec lui de l'avoir devant soi? Est-ce qu'il y a quelque chose à ressortir, au-delà de... Vraiment quelque chose, une spécificité qu'il avait et que d'autres n'avaient peut-être pas? Ce côté rassurant. Je me rappelle le premier match où il est face à Giroud de Montpellier, et Giroud en parle encore maintenant, et il se rappelle, et on dit toujours l'élégance comme Franz Beckenbauer et tout, hein, ou Maxime Bossis, pour ceux qui... Et vous irez voir sur les sites à l'époque, les grands seigneurs, Patrick Battiston ou d'autres, et on dit, ouais, mais c'est des gens qui sont tellement élégants, ils n'ont pas besoin d'agressivité. Très agressif, mais dans le bon sens du terme, Ouais. parce que le football reste un sport de contact quand même avant tout. Hein. Il avait tout compris dès le départ, quoi. Déjà par sa famille, hein, la sérénité et l'intelligence qu'il y avait dans cette famille, sa proximité et tout. Je me rappelle les premiers conseils que je lui donnais, je lui disais ne regarde pas trop les mauvais côtés du football pro, parce que tout ne se passait pas bien dans le vestiaire, et bien sûr il n'y a pas que des bons pros sur terrain, comme il y a de très bons amateurs. Et il a su faire la part des choses très vite. Il a su voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Donc, les quelques matchs qu'on avait perdus, je le rassurais, mais il n'y avait pas besoin de le rassurer, il avait tout compris. On va clôturer cet entretien par les stages. Le concept, c'est quoi? C'est des stages itinérants, gratuits en plus Ouais. Bah, c'est exceptionnel. Hein. Encore une fois, on revient à cette particularité de Rafa, la qualité de l'homme, de la famille, qui ont eu cette idée avec Daniel Leclerc. C'est parti d'une idée formidable à donner à des gamins cette possibilité de suivre une semaine de haut niveau, entièrement gratuit. C'est un stage 100% féminin là sur ces vacances-là. C'est Ce une belle matin, on a initiative. assisté à la séance. Sur quoi t'es entre guillemets intransigeant? Sur les séances, qu'est-ce qui est vraiment primordial pour toi? Tout est important. Déjà, on ne choisit pas la qualité des gamines ou des gamins qui viennent, hein, c'est du tirage au sort. Et on dit souvent, envoyez-nous les plus méritants. Et on s'aperçoit que les plus méritants sont souvent les meilleurs. Et si elles doivent retenir, si toi, tu as quelque chose à leur inculquer, techniquement ou globalement? Tout est compris dans le mot respect. Au-dessus de tous les stades de France, je mettrais en très grand respect des partenaires, de son entraîneur, de la famille, de ses couleurs, respect des consignes, de l'adversaire, etc. Tout est inclus dans le mot respect. Donc là, le respect et la technique. Souvent, même au niveau amateur, on oublie la base, la technique. Faites-vous jouer vos gamins. Et laissez jouer les gosses. Tellement ils ont envie de bien faire, quelquefois ils écrasent leurs gamins. Laissez-les jouer, laissez-les se tromper. Faites confiance au club, faites confiance aux éducateurs, laissez les arbitres tranquilles, etc., etc. Et j'ai un peu peur pour le football amateur. Je ne vais pas terminer de façon pessimiste, mais il faut qu'on soit très vigilant sur le football amateur. Les dérives. Le football professionnel ne nous montre pas que des qualités à l'heure actuelle, donc soyons vigilants. Et puis, t'en parlais de l'entourage de Raphaël Varane. Son papa co-organise ses stages et dans l'organisation. Avec le frère, quand avec on l'oncle. parle de parents qui ont laissé jouer les joueurs qui n'étaient pas forcément très interventionnistes, c'est le cas. Et pourtant, la carrière de Raphaël Varane est exceptionnelle. Et il n'avait pas forcément un père qui était là, comme on peut le voir des fois sur les dérives au bord des terrains amateurs. Surtout pas. Et là, c'est un petit peu le psychologue, les gamins, quand il y a un petit bobo, des petits pleurs ou quoi, tout de suite, ils vont voir Monsieur Gaston. Formidable. On comprend tout de la carrière de Rafa quand on voit le frère, l'oncle, le cousin et le papa. Merci beaucoup, Michel. Merci, on va c'est clôturer gentil. cet entretien avec le face-à-face. Ouais. Une question, une réponse. Ton plus bel arrêt? Finale 84, Bellone, qui à l'époque était un joueur exceptionnel, avec une frappe exceptionnelle, un pied gauche extraordinaire. Lucky Luke. Il se pointe sur moi à 6 minutes de la fin du temps réglementaire, en tête à tête, et il me met une bombe, pas très loin, mais forte, côté gauche. Et je fais l'arrêt. C'était aussi important qu'un penalty, parce qu'on va aux prolongations et on gagne aux prolongations. Ce qui te fascine chez les gardiens? La passion.
ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Les grandes gueules, comme le gardien argentin qui, malheureusement, Martinez était élu 2 fois de suite meilleur gardien du monde. C'est logique ou c'est exaspérant, ça? C'est désespérant, il peut être bon sans être con. Parmi tous les gardiens que tu as vus, celui qui était le plus impressionnant? Barthès, peut-être. André Rey, mon premier gardien, qui, à l'époque, on n'avait pas de spécifique, c'était une montagne, c'était très impressionnant. Tout ce qu'il faisait m'impressionnait. Moi qui plongeais, j'avais besoin de... Je sortais de l'entraînement, j'étais plein de boue, je plongeais 1000 fois plus que lui prenait pas de but et moi j'en prenais plein. Et très impressionnant. Et quand tu étais à la Fédé? On parlait de Lafont, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours été fan de Loris et de toute cette génération, Mandanda, actuellement, Maignan. Talent extraordinaire. J'aurais aimé avoir la moitié de leur capacité. L'exercice que tu détestais? Courir en forêt, FCMS ou RC Lens? Les deux, on peut pas. 25 ans d'FCMS, 8 ans de Lens. J'ai pas à choisir, mais j'ai du sang grenat dans les veines. L'adversaire le plus coriace? Le joueur, Delioni, c'est le fameux buteur qui recommande des buts. Chaque fois que je relâchais un ballon, c'était dans sa godasse. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Le premier qui a compris ça, c'était Henri Kasperzak, polonais avec qui j'avais joué et qui a fait sa carrière après. Le conseil que tu donnerais au Michel Hétor né à Amnéville? Écoute bien, monsieur Molinari. J'aurais dû l'écouter un peu plus à une époque. J'étais trop susceptible. J'avais claqué la porte alors que je pensais faire toute ma carrière au FCMS. Je ne regrette pas après parce que je suis venu à Lens. Merci beaucoup, Michel. C'est moi, c'était sympa. D'avoir retracé ta carrière, d'avoir partagé ta passion et d'avoir évoqué tous les gardiens que tu as pu côtoyer en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et à la Fédé. Et bien justement, un salut à tous mes potes qui sont en place, là, de Franck Rabiot, Gilles Fouache, à tous ceux avec qui on a fait un long parcours. Et on partageait, on parlait des heures du poste. Sans passion, on n'est rien. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.